Et si on parlait de marathon? Mais pas pour vous donner des conseils en course à pied. Plutôt pour partager mon émerveillement envers le corps humain. Le corps humain, vous savez, le truc que vous utilisez tous, composé de quelques atomes qui interagissent ensemble pour donner des molécules, puis des cellules, des tissus, des organes, et aboutir à un organisme fonctionnel, le vôtre. Il aura des comportements, des réflexions, du style « Et si je participais à un marathon pour le fun ?» Modifiez quelques atomes dans votre tête, créant une cascade de réactions électrochimiques en chaîne pour aboutir à un comportement. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est le type de choses qui me fascine. Un marathon, ça commence toujours par un premier pas. On est sur la ligne de départ, on a le stress et l'excitation qui montent, on réfléchit à sa course, et on se focalise sur l'organisateur qui tient le micro, qui est prêt à donner le départ. Notre attention est à son maximum. Nos sens sont à l'éveil, la fraîcheur matinale, les sportifs qui nous frôlent, la fanfare qui se met à jouer, le pistolet qui s'élève dans le ciel, et le décompte. 3, 2, 1. On cherche le signal qui nous fera partir. Tous les récepteurs sensoriels que l'on a sur le corps vont faire remonter les informations qu'il capte jusqu'à la surface de notre cerveau, son cortex, dans les aires sensorielles. Elles intègrent ces informations sensorielles, puis passent le message vers d'autres structures qui les prendront en compte pour prendre des décisions, réagir à un contexte donné. C'est par exemple le rôle du cortex préfrontal, situé à l'avant de notre tête. C'est la première étape qui doit être réalisée pour débuter notre course. Il faut choisir le comportement le plus approprié. Et ça, c'est le rôle du cortex préfrontal. Il reçoit différents types d'informations de différentes régions du cerveau, comme ces informations sensorielles qu'on vient de parler, mais aussi des informations qui renseignent sur notre émotion actuelle, sur notre motivation, des informations qui proviennent de notre mémoire, notre vécu. Le cortex préfrontal intègre ces informations pour s'adapter à une situation donnée, en sélectionnant le mouvement volontaire qui sera le plus approprié. Autrement dit, il permet de choisir un comportement en fonction du contexte. Il y a tout un réseau de neurones qui permet de faire ça, et qui s'est façonné petit à petit depuis notre naissance, à force d'essayer, de tester, de faire des erreurs, de renforcer des connexions ou de les laisser tomber. On a choisi le comportement approprié, se mettre à courir. Maintenant, le cortex préfrontal va passer le relais au cortex prémoteur. Son rôle sera de déterminer l'ordre dans lequel les muscles devront se contracter pour effectuer le mouvement approprié. Un peu comme s'il programmait le mouvement que l'on devra faire. Ensuite, il passera le relais au cortex moteur. Son rôle sera d'exécuter le mouvement. Il enverra le message aux muscles pour exécuter le mouvement que les aires précédentes auront programmé. Je pourrais m'en tenir là et dire qu'il y a juste 3 cortex qui ont leur rôle. Choisir le comportement approprié, sélectionner les muscles qui vont intervenir et envoyer le message aux muscles. Mais en réalité, déclencher le premier pas pour courir le marathon fait intervenir quasiment la totalité de notre cerveau. Il y a le cervelet qui peut intervenir pour ajuster notre posture. Il y a le thalamus aussi qui va inhiber le cortex moteur et prémoteur pour éviter de créer des mouvements qui ne seraient pas désirés. Et les noyaux de la base qui vont, eux, inhiber le thalamus, donc lever sa propre inhibition, histoire de faciliter le déclenchement des mouvements volontaires. Et tout à l'heure, on a aussi parlé des aires sensorielles, de notre mémoire, notre attention, notre motivation, plein de choses qui vont faire intervenir différentes structures et quasiment tout le cerveau. Aujourd'hui, le but, c'est pas d'énumérer toutes ces structures, c'était rapidement montrer le chemin que doit faire une idée pour exécuter une action, mais j'ai pas l'impression que ce soit assez concret. Donc je vais rentrer maintenant dans des choses plus concrètes pour essayer d'aborder comment une idée peut se transformer en action. Et si on voyait ça de plus près? Comment des neurones peuvent communiquer entre eux? Et comment ils peuvent recevoir différents types d'informations, les prendre en compte et envoyer une réponse dans d'autres régions du cerveau? Pour commencer, un neurone, on peut le diviser en 3 parties. Il a des dendrites qui vont permettre de recevoir des informations. Il a un corps cellulaire qui détient la plupart de ses organites, des petits organes qui ont leurs fonctions, comme le noyau qui détient l'ADN.
Le corps cellulaire, c'est aussi la partie qui va intégrer toutes les informations reçues pour générer ou non un potentiel d'action, un courant électrique, quoi. Et l'axone, c'est la partie qui va se prolonger jusqu'au prochain neurone pour lui faire passer le nouveau message. Si on revient dans notre exemple, ce neurone est dans le cortex préfrontal. Il reçoit différents types d'informations de toutes parts sous forme de neurotransmetteurs. Ça peut être des informations auditives comme le coup de feu ou visuelles comme les coureurs qui se mettent à courir. Ça peut être dû à la mémoire avec tout le contexte qu'il y a autour. Et toutes ces informations vont exciter le neurone. Mais certaines informations peuvent aussi l'inhiber. Par exemple, si on pensait être dans un autre sas et que le départ devait être 10 minutes plus tard, alors cette information serait contradictoire avec les précédentes. Les neurotransmetteurs excitateurs ouvriront des canaux sodiques pour faire entrer des ions sodium qui possèdent des charges positives, alors que les neurotransmetteurs inhibiteurs feront plutôt rentrer des ions avec des charges négatives, comme les ions chlorure. Ce flux d'ions va se propager jusqu'au noyau central, jusqu'à une région qui s'appelle le segment initial. Au niveau de ce segment initial, le nombre d'ions avec des charges positives ou négatives vont avoir leur importance, car ils vont permettre de dépolariser ou non la membrane du neurone. En bref, on dit que la membrane du neurone est polarisée lorsqu'il est au repos. Elle est polarisée parce qu'il y a davantage d'ions avec des charges positives à l'extérieur du neurone et des ions avec des charges négatives à l'intérieur du neurone. Mais quand les neurotransmetteurs vont faire rentrer des ions sodiques à l'intérieur du neurone, alors il va se remplir de charges positives et la membrane va se dépolariser petit à petit. Dans notre exemple, elle passerait de moins 70 mV à moins 55 mV. Les ions chlorure auraient l'effet inverse, comme ils ont une charge négative, ils auraient tendance à polariser davantage la membrane. Mais s'il y a suffisamment de signaux excitateurs en même temps, au niveau de ce segment initial, la membrane finira par se dépolariser. Et à cet endroit-là, il y a des canaux sodiques qui sont dépendants du voltage. Lorsqu'on va atteindre ce seuil d'excitation, moins 55 mV, alors les canaux sodiques vont s'ouvrir et faire entrer de nouveaux ions sodium dans le neurone, à la base de son axone. Ces nouveaux ions vont s'accumuler dans l'axone, se propager sur les côtés et ouvrir de nouveaux canaux sodiques qui sont dépendants au voltage, qui eux-mêmes feront rentrer de nouveaux ions sodium qui se propageront sur les côtés et ouvriront de nouveaux canaux sodiques qui dépendent du voltage. Et progressivement, ce flux d'ions va se décaler vers l'extrémité de l'axone. Un flux d'ions, c'est ce qu'on appelle un courant électrique. À l'extrémité de l'axone, on va retrouver des canaux calciques qui sont aussi dépendants du voltage. À leur ouverture, les ions calciques rentreront dans l'axone. Le calcium aidera les vésicules, des sortes de compartiments remplis de neurotransmetteurs, de fusionner à la membrane du neurone pour libérer les neurotransmetteurs à l'extérieur, juste à côté du prochain neurone. Les mécanismes permettant de fusionner une vésicule à la membrane pour libérer son contenu à l'extérieur d'une cellule a d'ailleurs valu un prix Nobel. Je pense que vous comprenez mieux maintenant comment un neurone peut être excité en fonction d'un contexte particulier. Les neurones vont donc s'exciter ou s'inhiber les uns les autres, et en fonction de leur structure, de leur organisation, des réseaux qu'ils forment, ils auront des fonctions particulières. Prendre des décisions, exécuter des actions, mémoriser, et dans notre cas, certains neurones vont permettre de contracter des muscles. C'est ce qu'on s'est rendu compte en envoyant des décharges électriques aux neurones qui étaient dans le cortex moteur, à des patients lors d'opérations chirurgicales. Certains muscles du corps se contractaient. Il y a même une cartographie des neurones impliqués dans la contraction des muscles, ce qu'on appelle un homunculus. On s'est rendu compte que ces neurones sont très bien organisés puisque les neurones correspondant aux muscles des différentes parties du corps sont regroupés les uns à côté des autres. En fait, il y a aussi des neurones légèrement plus enfouis dans ce cortex moteur qui permettent de déclencher des mouvements complexes. Pas seulement des muscles un par un, mais un ensemble de muscles qui vont se contracter, s'inhiber dans un certain ordre pour donner un mouvement. La bouche et les mains d'ailleurs ont des parties plus grandes dans cet homunculus, car on peut faire plus de mouvements avec nos mains et notre bouche, pour faire des gestes ou parler en bougeant nos cordes vocales. Un peu plus profondément dans ce cortex moteur, on peut retrouver des neurones qui permettent de régler la force ou la vitesse du mouvement. Une fois qu'ils sont excités ou stimulés, les neurones du cortex moteur vont envoyer leurs signaux jusqu'aux muscles.
Alors ce signal ne va pas aller directement au muscle, il y aura un relais dans la moelle épinière. Il peut même y avoir un relais au niveau du tronc cérébral. Et quand je parle de relais, il ne s'agit pas d'un relais passif. La moelle épinière va intégrer différents types d'informations pour moduler le message et l'adapter en fonction du contexte. Donc elle va recevoir des informations qui proviennent du cerveau, qui disent qu'il faut se mettre à courir, mais elle va aussi recevoir des informations de nos récepteurs sensoriels. Les nocicepteurs par exemple, qui perçoivent la douleur. Les mécanorécepteurs aussi, qui perçoivent les pressions mécaniques, comme le toucher. Et enfin, les propriocepteurs vont également faire relais dans la moelle épinière pour donner une indication sur la position de notre corps dans l'espace. En prenant en compte toutes ces informations, la moelle épinière enverra un message aux muscles à travers ses motoneurones. Comme dans l'illustration qu'on a vue tout à l'heure, elle enverra un signal chimique sous forme de neurotransmetteur. Dans ce cas, ce sera l'acétylcholine. Ce signal ouvrira des canaux qui laisseront entrer du sodium dans les fibres musculaires, ce qui déclenchera un courant électrique. Ce courant électrique atteindra une sorte de réservoir dans la cellule qui stocke le calcium et permettra de le libérer dans les fibres musculaires grâce à des canaux dépendants du voltage. Et le calcium joue un rôle clé dans la contraction musculaire. En effet, les fibres musculaires sont composées de filaments d'actine et de myosine qui constituent en quelque sorte leur squelette, qui leur donnent leur forme. Le calcium va déplacer des molécules qui empêchaient les filaments d'actine et de myosine de bouger. Grâce à une source d'énergie sous forme d'ATP, adénosine triphosphate, la myosine va changer de forme, elle va pivoter grâce à une petite réaction chimique avec l'ATP et tirer sur l'actine. Les filaments d'actine et de myosine vont se rapprocher, raccourcir la taille des fibres musculaires et donc à grande échelle des muscles qui amèneront avec leur contraction les tendons qui bougeront à leur tour le squelette et votre corps va se mettre à bouger. Vous démarrerez cette aventure qui est le marathon. Bien sûr, j'ai passé 10 minutes à expliquer ce mécanisme pour faire le premier pas du marathon. Et encore, j'ai énormément simplifié, omis des tas de détails. Mais sachez que tout ça se fait en quelques centaines de millisecondes pour passer de votre tête à vos jambes. Cette première vidéo nous a permis d'aborder quelques notions clés. Et à partir de maintenant, on va explorer plus en détail d'où pourrait provenir le fameux mur du 30e kilomètre. Évidemment, si vous avez tenu jusqu'ici, je vous invite à vous abonner à cette chaîne qui relie les neurosciences au marathon.